Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je voulais vous faire depuis déjà quelques jours, mais il y avait beaucoup de chaleur dans cette maison et donc j'avais pas forcément envie de tourner. Et là, l'orage a éclaté et donc il est quand même beaucoup plus agréable de tourner dans cette pièce et donc je me permets de faire cette vidéo. On va essayer de pas faire la vidéo trop longue parce que le but c'est pas qu'une vidéo soit hyper longue, vu qu'elle arrive une semaine après la sortie du tournoi, je pense qu'elle sera peu regardée mais ce n'est pas grave, je tiens impérativement à que cette vidéo existe sur ma chaîne puisque j'ai commencé avec l'hommage à Rafael Nadal et je disais que je ferais des vidéos suivantes qui sont pas forcément arrivées et donc j'avais envie au moins qu'il y ait une vidéo un peu de fin sur ce Roland Garros 2025. Roland Garros 2025 alors j'avais encore cours moi à ce moment-là, donc je n'ai pas pu tout suivre. Voilà, j'ai fait de mon mieux évidemment pour pouvoir suivre les matchs qui m'intéressaient, les joueurs qui m'intéressaient le plus. J'ai suivi en tout cas une partie des matchs qui m'intéressaient particulièrement. Et je dois donner un avis global sur ce tournoi, c'est que c'est un tournoi qui a été un petit peu en demi-teinte en fait, qui je trouve a eu du mal à démarrer. Alors il a démarré évidemment, j'en ai fait une vidéo extraordinairement fort avec l'hommage à Rafael Nadal, mais ce n'est pas vraiment le tournoi en lui-même, donc je suis désolé, pour moi c'est un peu hors catégorie. Mais en fait on peut retenir surtout dans les premiers matchs, on va dire toute la partition de Gaël Monfils notamment, qui a été particulièrement remarquable dans ce début de tournoi, nous offrant des matchs frissons, nous offrant en fait Gaël Monfils encapsulé, synthétisé j'ai envie de te dire, en une semaine quoi. C'est-à-dire que cet homme n'est jamais mort, cet homme peut revenir de tout, cet homme peut se relever de tout, etc. etc. C'est du tennis frisson, c'est du tennis comme les gens aiment et on ne sait pas encore combien de temps il reste à Gaël Monfils puisque lui n'a pas annoncé sa fin de carrière pour le moment. On sait qu'évidemment ça se rapproche, il est dans son crépuscule et pour autant il est un distributeur automatique de bonheur, de frissons exceptionnels pour le public français et je pense que quand il va arrêter sa carrière, parce que vous le savez, Richard Gasquet a arrêté sa carrière. Je n'ai pas pleuré pour Richard, alors c'est pas parce que c'est un joueur que j'aime pas, mais c'est juste parce que c'est un joueur qui m'a moins touché dans ma vie. J'ai énormément de respect pour sa carrière, et je trouve que les gens ont souvent été très durs. Je vous parle même pas pour moi de Jo-Wilfried Tsonga, qui est pour moi le joueur sur lequel les gens ont été le plus sévères, de français je parle, le plus sévère, alors que c'était un joueur exceptionnel, c'est un joueur qui était en mesure de tenir tête à des joueurs du Big Free, etc. Enfin vraiment, je trouve que les gens ont été très durs souvent avec Jo-Wilfried Tsonga. Il y a un podcast qui existe avec Jo-Wilfried Tsonga et Gaël Monfils qui est disponible sur YouTube, vous pouvez aller le voir, et où les deux sont très lucides sur leur carrière en expliquant que ils ont fait de leur mieux, ils ont essayé de faire, ils sont même fiers, c'est ce que disait Jo-Wilfried Tsonga, d'avoir été dans l'ère du Big Free, parce qu'on pourrait se dire qu'ils pourraient le regretter, de se dire j'arrive pas maintenant, parce que si j'arrivais maintenant, peut-être que là je serais en mesure d'aller chercher des grands chelems. C'est peut-être vrai, mais bon, eux le voient pas comme ça, ils se disent plutôt on a eu la chance de vivre dans une ère où il y avait ces trois monstres et de pouvoir les jouer, parfois de pouvoir même les battre, etc. etc. et c'était quand même extraordinaire. C'est une question de point de vue, mais bon, peu importe. Mais c'est pour dire que Jo-Wilfried Tsonga a une carrière que moi je trouve exceptionnelle et vraiment de très haut niveau. Et pour Gaël Monfils, lui, c'est pas un problème que sa carrière n'est pas jolie, parce qu'au contraire, il a une belle carrière, mais il a été démoli, détruit par les blessures. Et donc sa carrière a été souvent interrompue, il est souvent reparti, revenu, reparti, revenu. On parle souvent de Rafael Nadal pour les blessures, mais pour Gaël Monfils, c'est vraiment absolument stupéfiant. Le nombre de tournois qu'il est obligé d'arrêter pour blessure, le nombre de périodes dans lesquelles il pouvait plus jouer parce qu'il était blessé, etc. etc. C'est absolument spectaculaire. Et il n'a pas attendu la fin de sa carrière pour être dans cet état. C'est-à-dire que lui, ça a été toute sa carrière où c'est jamais des blessures très graves pour Gaël. Ça n'a jamais été comme Rafa, genre je me casse, mais vraiment je m'envoie directement dans le décor. Non, c'était plutôt des petites blessures, mais des petites blessures qui se sont accumulées et qui après faisaient des gros problèmes. Et ça, il a eu des blessures plus graves, mais au global, on va dire c'est souvent des petites blessures. Et donc là, il y avait Richard. Et Richard, lui, par exemple, c'est une carrière de longévité exceptionnelle. C'est-à-dire que c'est une carrière, lui, il était avec les juniors, avec Rafa, qui est un poids. J'ai regardé la chaîne L'équipe, ils ont fait un dossier, entre guillemets, ou un sujet sur lui lors de l'équipe, c'était pas l'équipe du soir, c'était une autre, je crois que l'équipe de Greg ou l'équipe de je sais pas quoi, peu importe, où ils ont parlé de Richard Gasquet, où ils ont parlé de sa carrière, etc. Et il y avait une journaliste qui était là et qui expliquait que, en gros, le fait d'avoir porté un peu ce côté, il était le mec qui pouvait aller terrasser Nadal, l'avait un peu peut-être tué parce qu'il y avait trop de pression, trop d'enjeux, trop de trucs sur lui. J'ai envie de dire, oui, c'est peut-être vrai, mais je pense que Rafael Nadal, lui, quand il est arrivé, il y avait aussi beaucoup d'enjeux, beaucoup de pression, etc. Et lui, il a réussi à la supporter. Donc aussi, c'est une question de caractère. Et je pense que pour lui, ça a été de trop. Ceci étant, il a une très belle carrière, Richard.
Mais ça m'a moins ému parce que voilà, c'est un joueur, excusez-moi, où je me suis moins enthousiasmé. Voilà, j'aime bien voir ses matchs, etc. Mais c'est pas... d'ailleurs, il m'a moins procuré de frissons, par exemple, même s'il a fait des grands matchs. Alors que quand Gaël, mon fils, va s'arrêter, je ne sais pas quand, mais alors là, ça va être terrible. Je pense que le risque de chialer va être énorme. Parce que si pour Rafa, j'étais pas bien, mais alors là, pour lui aussi, ça va être pareil. Parce que c'est un joueur que j'aime énormément, que j'admire. Et je pense que vous ne trouverez personne d'ailleurs qui n'aime pas Gaël Monfils. C'est-à-dire que peu importe que vous soyez « Ah là là, les Français n'ont pas été bons, machin, etc. » Je pense que vous connaissez personne qui va vous dire du mal de Gaël Monfils. Et en plus, sa carrière, elle est revue à la hausse à la suite de qu'on se rend compte en fait que c'était pas facile de gagner des grands chelems quand il y avait les 3 monstres. Bref, donc ça c'était super intéressant, donc j'ai hâte évidemment de savoir ce que nous réserve la suite de la saison pour Gaël Monfils. En tout cas pour Richard c'était un beau moment malgré tout et je suis très content pour lui. On peut parler des déceptions, la déception c'est évidemment Arthur Fils, dont on espérait véritablement une sorte d'éclosion sur ce Roland Garros parce que c'est un joueur qui sur le circuit commence à se faire un nom, commence à être particulièrement percutant et performant et je pense que pour le grand public français il n'est pas encore assez connu. Et c'est pas le Roland Garros qui va lui permettre d'y accéder encore, il n'est pas du tout dedans, voilà, c'est comme ça. Il faudra attendre encore un peu, il n'était pas prêt, ouais, il était pas prêt pour ce tournoi. C'est dommage parce que il a beaucoup de potentiel et il est au début de sa carrière, il est très jeune, donc faut attendre. Mais c'est vrai que ne l'oubliez pas, ne l'enterrez pas trop vite, c'est pas parce qu'il vous a déçu sur Roland Garros qu'il faut tout de suite le jeter à la poubelle, ne faites pas les mêmes erreurs que vous avez fait avec plein de joueurs français. Au-delà de ça, dans les joueurs qui ont absolument déçu, il y a alors Daniil Medvedev qui a énormément déçu. Alors ceci étant, Daniil Medvedev n'aime absolument pas la terre battue. Vraiment il déteste, hein. Il y a de nombreuses déclarations que vous pouvez trouver sur internet dans lesquelles il explique qu'il déteste la terre battue. Donc le voir se planter à Roland Garros, c'est pas inhabituel. Ce qui est inhabituel, c'est plutôt de se dire que sur une année, là, il est en train de nous faire une année médiocre. Et en plus, le pire, c'est que là, le reste de l'année qui arrive, là, il a pas mal de points à défendre. Il peut vraiment, mais alors, sortir du top 10 et finir très loin, tellement il a de points à défendre. Je pense que Daniil Medvedev, là, et on sait que la défaite à l'Open d'Australie contre Rafa l'a démoli. Voilà, ça a démoli cet homme. C'est comme ça, c'est une défaite qu'il a mis dans le trou, qu'il a jeté au fond du trou, et il arrivera jamais à en sortir, on a l'impression. Mais pour autant, il a des qualités encore sur dur qui normalement devraient pouvoir ressortir, et pour le moment, le problème, c'est que sur dur, il y a un autre monstre qui est en train de s'imposer et qui est en train de démolir la planète entière qui s'appelle Sinner, et donc Daniil Medvedev, déjà, on sait que c'est au moins le deuxième homme sur dur, au moins. Mais il y a Novak. Au moins Novak, top 3, c'est-à-dire on le met au moins en 3e. Et on peut se dire que Carlos Alcaraz, qui a gagné un US Open, etc., même si c'est pas sa spécialité, il est au moins top 3. De toute façon, les 3 sont au-dessus de ce qui existe. Et après, derrière, on se dit, peut-être qu'on va le mettre top 4, mais c'est même pas certain, parce que ça, en ce moment, il y est plus du tout. Donc, je lui souhaite, je l'espère pour lui, qu'il va peut-être trouver un nouvel entraîneur, parce que je pense que là, il n'est pas encore foutu. Je veux dire, il est plus jeune, mais il n'est pas encore vieux. Donc il a encore des possibilités de pouvoir peut-être se remettre, mais je pense qu'il faut qu'il change des choses. Il faut qu'il change son entourage, il faut qu'il change... Voilà, il faut repartir sur une nouvelle dynamique pour peut-être les 3 ou 4 ou 5 prochaines années. Parce que là, Daniil Medvedev, le voir comme ça fait vraiment de la peine. Stefanos Tsitsipas, lui, c'est un autre problème, c'est que on a l'impression que le tennis n'est pas sa priorité du moment. C'est un choix, il est plutôt très intéressé par sa vie privée, ce qui n'est pas un mal, mais on comprend maintenant d'ailleurs pourquoi les joueurs comme Nadal, par exemple, ont attendu la fin de leur carrière pour faire un enfant, par exemple, parce qu'ils voulaient rester focus dedans. D'ailleurs, on ne répète pas assez, mais que le fait que Rafa ait eu un enfant vers cette période de fin de carrière, je pense que ça a donné aussi une indication sur le fait que Rafa lui-même pressentait que c'était la fin. Son corps l'a arrêté, ça c'est une évidence, mais le fait qu'il fasse un enfant à ce moment-là, je pense que c'était aussi de se dire, c'est bon, je vais m'arrêter, je vais pouvoir profiter de mon fils ou de ma fille selon ce que ça allait être, parce que c'est le moment, voilà, je sens que je vais m'arrêter, je sens que je suis arrivé au bout de course. Mais quand il était hyper focus, hyper dedans, il y était pas. Il y en a qui ont fait des enfants avant leur fin de carrière, évidemment, mais je pense que il y a un lien. Et là, pour des joueurs comme Stefanos, par exemple, lui, c'est plutôt des relations amoureuses, etc. Bon, c'est très bien, on est très heureux pour lui, moi je veux dire, qui peut le critiquer. Mais pour autant, c'est un joueur qui semble un peu perdu. Pourtant, il fait partie des gens qui ont un style qu'on voit plus tellement, le style avec son revers évidemment. Et donc, on espère quand même que ce joueur-là va pouvoir se ressaisir et va pouvoir refaire des belles choses dans les années qui viennent, parce que c'est pareil, c'est vraiment une génération, c'est avec les teams Medvedev, Tsitsipas, Zverev,
qui sont en train un peu de passer à côté. Alors Daniil Medvedev s'est quand même pris des grands chelems, Dominic Thiem également, mais ça lui a coûté très cher. Zverev, lui, il est en attente, il ne sait pas, et Zverev, c'est un peu pareil. Sur ce tournoi, on peut se dire, machin, pareil, il tombe contre Djokovic, et normalement, à ce stade-là de sa carrière, Novak Djokovic ne devrait pas faire un pli contre Zverev. Et ce n'est pas manquer de respect à Novak Djokovic, mais à Novak Djokovic, à cet âge-là, en plus, il n'est pas en très grande forme, il a fait une mauvaise saison sur terre battue, etc. Même s'il a fait un bon tournoi de préparation, on n'y est pas, quoi. Et ben non, Zverev, ça suffit pas, Djokovic, hop, lui marche dessus. Et c'est la preuve quand même que cette ère-là, l'ère dans laquelle justement les Rafa et les Djokovic, on va dire depuis 2020, ont quand même ramassé les grands chelems en ne laissant pas grand-chose derrière eux, c'est parce qu'aussi l'ère était assez faible et que aucun de ces joueurs n'était vraiment en capacité de pouvoir monter sur la table et les pousser vers la sortie. Et ça va me donner vraiment la suite, c'est que Novak Djokovic arrive donc en demi-finale et j'ai tweeté, et je maintiens mes propos, que si Novak Djokovic remportait ce Roland-Garros, c'était la plus mauvaise nouvelle de l'histoire du tennis. Novak Djokovic ne devait pas gagner ce match. Jamais. Il peut potentiellement, ça semble moins improbable de se dire qu'il peut gagner Wimbledon, qui arrive, parce que c'est sa surface de prédilection. C'est un tournoi dans lequel en plus il y a encore un peu de l'enjeu parce que Federer est quand même dans toutes les têtes à Wimbledon. Et je pense qu'il a envie de le squeezer. Alors pour deux raisons majeures. C'est que, où Novak Djokovic va-t-il, si jamais il doit y avoir un hommage par exemple, où va-t-il le faire? Et on pourrait se dire, c'est évident Maxime, l'Open d'Australie. Et quand on connaît les relations entre l'Australie et Djokovic, vous savez, l'expulsion du territoire, etc., même s'il l'a gagné 10 fois, il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. Et donc je pense que Novak Djokovic ne va jamais vouloir faire un hommage par exemple là-bas. Alors probablement que lui, il le fera dans son pays, etc. Donc ce sera très différent de ce qu'a fait Rafa. Et moi j'ai bien aimé ce qui a été fait par Rafa, je vous ai fait une vidéo à ce sujet, je reviens pas dessus. Mais c'est pour dire que je pense qu'il y a un peu cet enjeu aussi encore de se dire, si jamais je deviens le maître de Wimbledon, ce qu'il est déjà un peu sur le papier, mais comme je vous l'ai dit, Federer est un peu dans toutes les têtes, si vraiment je tue un peu la concurrence, etc., potentiellement j'aurai peut-être mon hommage là-bas, etc., etc., on peut imaginer. Je sais pas si ça aura lieu, mais en tout cas on peut l'imaginer, parce qu'en plus c'est le dernier du Big Three, quand il s'arrêtera, il y aura quelque chose d'assez terrifiant. Même si pour moi l'âme du Big Three, comme je l'avais dit dans ma vidéo de la semaine dernière, enfin il y a 2 semaines, elle était sur Nadal, pas sur Djokovic. Parce que Nadal, il est vraiment la pierre angulaire de ce Big Three avec ses relations avec Federer et ses relations avec Djokovic. C'est-à-dire que c'est le rival de Federer et le rival de Djokovic. Pour moi, on peut moins dire ça des deux autres, même si évidemment ils ont fait des matchs exceptionnels. Bref, c'est pour ça que moi c'était l'âme du Big Three Rafa. Et on se retrouve donc avec ce Djokovic contre Sinner. Et Djokovic n'arrive pas à battre Sinner. Et pour autant, Djokovic fait un très bon match. Il faut le dire, c'est un très bon match de Novak Djokovic, qui est en très grande forme, qui a vraiment progressé dans le tournoi, qui était décontracté. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans les images qui étaient dans les couloirs, etc. On voyait qu'il était là pour kiffer, etc. Et on se retrouve donc avec ce Novak Djokovic, en très grande forme, qui est là pour essayer d'aller embêter Sinner. Sauf que Sinner, on le voit sur l'ensemble de la saison, il est quasiment injouable, il perd pas un seul set sur le tournoi, et là, il massacre Novak Djokovic. Bah non, il massacre pas Novak Djokovic. C'est juste que Novak n'est pas à la hauteur d'un Yannick Sinner. Et c'est bien. Je sais ce que ces propos-là on pourrait se dire, c'est parce que c'est un grand fan de Rafa, donc il est anti-Novak. C'est pas le cas, parce que je pense que si vous êtes fan de Rafa, vous êtes obligé d'aimer et de respecter Novak Djokovic. Si c'est pas le cas, c'est-à-dire que vous avez rien compris, parce que on ne fait pas des matchs tout seul, on ne fait pas des matchs de légende tout seul. Donc obligé que vous respectiez Stan Wawrinka, Andy Murray, Roger Federer et toute la clique, tous ceux qui ont croisé la route de Rafael Nadal, si vous êtes fan de Rafa, sinon vous n'avez rien compris. Et donc, Novak Djokovic, il a mon respect évidemment. Mais Rafa, pourquoi il arrête sa carrière? C'est parce que son corps le lâche. Roger Federer, pourquoi il arrête? C'est parce que son corps le lâche. Son dos pète, hop, au revoir. Là, Novak, lui, il a été moins blessé que les deux autres. Il a été moins blessé. Peut-être qu'il aura une blessure qui mettra fin à sa carrière, ça n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Donc, ça veut dire que c'est un joueur qu'il va falloir pousser vers la sortie avec un énorme et gigantesque coup de pied, avec tout le respect qu'on a pour sa carrière et sa légende, mais il va falloir, bam, le coup de pied. Violent, méchant, sévère, mais qui lui fait comprendre. Quand Rafa, par exemple, perd à aux Jeux Olympiques qui se déroulaient à Roland-Garros, et qu'il perd contre Novak et qu'il se fait marcher dessus, t'as compris. Parce que pour info, quand il affronte Zverev, il veut pas qu'on fasse l'hommage. Parce que peut-être qu'il se dit, oh, j'ai pas été si nul, etc. Tu te dis. Là, tu comprends. Roger Federer,
il se fait marcher dessus dans son jardin à Wimbledon, il se fait marcher dessus. Ok, c'est fini. C'est ton cerveau, il a compris. Fait, ok, j'ai compris. J'y suis plus du tout, je m'arrête. Et Novak, il va falloir que ça se produise. Et on aurait pu dire, comme pour Rafa, je vous l'ai dit tout à l'heure, et même si, voilà, j'adore Rafa, mais les joueurs auraient dû le pousser vers la sortie, et comme ils doivent pousser vers la sortie un joueur de 38 ans qui est Novak Djokovic, et il faut le pousser. Sauf que là, on voit bien que Novak Djokovic est meilleur que 99% du circuit, puisqu'il n'y a que Sinner et Alcaraz qui sont capables de le battre, en gros globalement. Parce que le reste, il marche sur tout le monde encore. Encore. C'est la preuve d'ailleurs de la qualité incroyable du Big Three et de lui plus particulièrement. Mais à un moment, comme je vous l'ai dit, il faut à un moment tuer les légendes. Il faut les pousser vers la sortie pour que ces nouvelles légendes se créent, apparaissent et se structurent, etc. Et pourquoi cette génération, la génération des Tsitsipas, Medvedev et autres, c'est qu'ils n'ont pas réussi à les tuer. Ils n'ont pas réussi à tuer ces légendes. Et donc, on espère, moi je l'espère, que Carlos Alcaraz et Yannick Sinner vont pousser Novak vers la sortie. Novak a fait des déclarations, donc il a perdu contre Sinner, il a fait des déclarations en disant peut-être que ce sera mon dernier Roland. C'est trop tôt pour l'affirmer, je pense qu'il faut attendre Wimbledon déjà pour voir ce qu'il va y faire. Parce que s'il se retrouve une nouvelle fois en finale de Wimbledon, et que ça se joue encore une nouvelle fois à un cheveu, parce que c'est joué à un cheveu contre Carlos Alcaraz, voilà, et ça veut dire qu'il n'y est pas du tout décroché, il y est encore. Et sur ce Roland, comme je vous l'ai dit, s'il n'y avait pas Sinner ou Alcaraz, tu sais dans le parcours des fois tu peux avoir des coups de moins bien, etc. Je pense qu'il aurait pu battre n'importe lequel des autres du tournoi. Donc en gros, il reste le deuxième ou troisième homme dans ces histoires, tu vois. Et sur dur, on sait que c'est sa spécialité. Donc sur l'Open d'Australie, par exemple, bah voilà. Même si Sinner semble aujourd'hui injouable sur dur. Mais on va voir. Est-ce qu'il va pouvoir être constant sur de long terme, etc. C'est encore, je trouve, un peu tôt pour se prononcer. Bref. Je reviens sur ce que je disais. Novak Djokovic a dit, voilà, peut-être que ce sera mon dernier, etc. Mais parce qu'en fait, là, on peut pas dire que c'est suffisamment marquant pour le moment qu'il est hors course. Il n'est pas du tout hors course. C'est-à-dire que Yannick Sinner ne lui a pas mis une tôle, pas mis une raclée. Il l'a fait comprendre, ok mon grand, je suis quand même meilleur que toi, mais c'est pas suffisant. Il va falloir qu'il prenne une torgnole, mais une vraie. Parce que comme je vous l'ai dit, je pense pas que c'est son corps qui va l'arrêter. Donc il faut qu'il prenne une torgnole. Donc je sais pas où ça va se produire, j'en ai aucune espèce d'idée, mais il faut que ça se produise. Parce que ces champions-là, je pense qu'ils partiront pas tout seuls. Ils partiront pas comme... Il faut pousser. Et j'espère donc qu'un Carlos Alcaraz ou un Yannick Sinner ou même un autre, parce que ça serait encore plus terrible si c'est un autre, genre qui bat Novak, imaginez un 3-7, genre au deuxième ou troisième tour de Wimbledon, par exemple, tu vois, ça ferait un truc du genre, waouh, qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est encore trop tôt. Et je sais que les fans de Novak, ils vont te dire eh, « moi je saute pas ça, moi j'adore Novak, etc. » Mais c'est pas une question de l'aimer ou pas l'aimer. C'est une question que si vous voulez qu'il y ait d'autres légendes qui s'installent, là à 38 ans, c'est quand même le moment. C'est le moment. C'est le moment normalement pour des jeunes de le pousser. C'est pas un manque de respect, comme je vous le disais, c'est vraiment il faut le pousser vers la sortie. Donc j'espère que ça va se produire. Et surtout, alors là, ça a fait beaucoup parler, mais la finale. Quand on voit Sinner Alcaraz, 5 heures de combat, un match monumental, l'une des plus grandes finales de Grand Chelem de tous les temps. Pour moi, les top 10 de tous les temps, je pense sans forcer. Après, il y a des gens qui ont dit, est-ce que c'est par exemple top 5 par exemple? Bah, top 5 c'est dur, parce que top 5, ça veut dire qu'il y a, comme ça d'instinct, juste dans ce que, on va dire moderne, Wimbledon 2008, il y a l'Open d'Australie pour moi, Dani Medvedev, Rafael Nadal, qui est un monument. Il y a la finale de Wimbledon, Federer-Djokovic, 2019. Vous avez, même dans une moindre mesure, Federer-Nadal, Open d'Australie 2019. Vous avez qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai cité, évidemment, l'Open d'Australie, Djokovic-Nadal, la plus longue finale, etc. Ok. Je suis déjà à 5. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter d'autre? Bon, je réfléchis, voilà, mais c'est pour vous dire qu'en gros, top 10, pour moi, on peut l'imaginer. Top 5, vous voyez, déjà, j'ai commencé à citer des noms, des trucs qui peuvent potentiellement être plus iconiques. Et je suis pas remonté au Moyen-Âge avec des finales iconiques du genre avant 2000, 1990, 1980, où il y a des finales aussi qui sont restées dans la légende. Bref, avec d'autres tennis, d'autres choses, d'autres mœurs, mais il ne faut pas les dégrader pour autant. C'est quand même une immense finale. Et évidemment, c'est une immense finale pour son scénario. C'est-à-dire que Sinner mène 2-7 à 0. Il est avec 3 balles de 7 au 4e set, puisque Alcaraz prend le 3e set. Et là, normalement, Alcaraz ne doit pas revenir. Et c'est pour ça que je pense que je vais mettre le titre dans cette vidéo, c'est le miracle de Paris. C'est le fameux titre du titre de Rafa, évidemment, à l'Open d'Australie contre Dani Medvedev, qui est le miracle de Melbourne. Là, on est sur le miracle
miracle de Paris. C'est-à-dire que Carlos Alcaraz va réussir à récupérer son point, à prendre ce set évidemment, et à partir dans ce dernier set qui est un set monumental. Honnêtement, si vous ne devez n'en rattraper qu'un, rattrapez le dernier. Parce que le dernier est fabuleux, les derniers points sont fabuleux. En plus, Carlos Alcaraz break au dernier set pour se faire débreaker juste avant de terminer, un peu comme c'est ce qui est arrivé à notre ami Sinner. Et ensuite, ça se termine avec un super tie-break mené absolument extraordinairement par Carlos Alcaraz. Et Carlos Alcaraz qui s'impose. Alors, je vais vous le dire tout de suite. D'ailleurs, bon, déjà, j'ai adoré ce match, évidemment. Un match exceptionnel, un très grand match. Vraiment un très grand match, un match légendaire. Qui, voilà, comme je vous l'ai dit, sera dans le top 10, je pense, sans problème. Il y a quand même John McEnroe qui a posé la question, est-ce que ces deux hommes auraient terrassé Rafael Nadal Prime sur Terre? Je pense que non, évidemment, ça me paraît évident. Je peux juste le prouver. Il y a 4 Roland Garros remportés par Rafa, on pourrait se dire dans une ère faible. Non. C'est dans des airs, tu vois, où tu avais des Djokovic, Federer, David Ferrer, Thomas Berdych, je ne sais quoi là, enfin Joe Wilfried Tsonga évidemment, mais je pensais à Andy Murray, même si c'est pas leur surface de prédilection, je sais, mais c'est juste pour citer des noms comme ça. C'est-à-dire qu'il y avait des grands noms, des grands joueurs, etc. C'est pas, voilà, il y avait Juan Martín del Potro et autres, et ils mettaient raclée sur raclée. Donc à un moment, c'est sûr qu'ils auraient été de l'adversité, évidemment qu'ils auraient été de l'adversité. Et puis les périodes se comparent pas, etc., etc. Mais Rafa, ne n'oublions pas ce qu'étaient ces 3 gens. Rafael Nadal, Novak Djokovic et Roger Federer. Ne l'oubliez pas, c'était des monstres absolus. Là, en fait, j'ai eu l'impression que les gens n'avaient jamais vu un match pareil. Mais allez voir la finale de l'Open d'Australie entre Medvedev et Rafa. Allez voir. Et pourtant, c'est un Rafa dont le premier pied est plus dur qu'avant, etc. Où on le voit faire des trucs incroyables. Le Federer Nadal à l'Open d'Australie, il est incroyable. Le Federer Djokovic à Wimbledon, allez le voir. Il est exceptionnel, t'as l'impression que c'est des trucs incroyables, incommensurables, génial. Un match qui se finit à 12-12, etc. C'est exceptionnel. Et je dis pas que ce match ne l'est pas. C'est juste pour dire que n'oublions pas. Parce que quand même, ça vient de s'arrêter. T'as vraiment l'impression qu'on est là. En fait, on est presque trop pressé. On a vraiment l'impression qu'il faut vite les remplacer. Mais ne vous rendez pas compte. Ils vont évidemment, en plus cette finale va se bonifier avec le temps. Parce que leur légende à Sinner et Alcaraz va se construire. Et ce match-là, il va rester. Comme le match. Moi, je pense que c'est le match qui va marquer le fait que c'est la fin de l'ère du Big Free. Je l'espère. J'espère que Djokovic ne rapportera plus rien après et que c'est eux deux qui vont construire leur légende et qui vont la construire ensemble et que ça va être incroyable à vivre. Mais pour le bien du tennis en fait, parce que c'est bien pour la jeune génération, comme je dis, de prendre le pouvoir. C'est le moment, c'est le moment ou jamais. Ils doivent s'en saisir. Et Carlos Alcaraz qui s'impose. Ça, moi j'étais à fond derrière Carlos Alcaraz. C'est un joueur que j'adore. Et j'aime beaucoup Sinner. Et en fait là ça m'a rappelé l'Open d'Australie, Djokovic-Nadal. Moi, je suis un grand fan de Nadal, vous l'avez compris. Je veux que Nadal s'impose, évidemment. Ce match-là, si vous ne le savez pas, c'est Djokovic qui le gagne. C'est un match que j'adore, mais que j'adore. Parce qu'en fait, je t'en avais parlé dans la vidéo que j'ai fait sur Rafa, c'est un match où même à la fin, tu ne veux même plus savoir qui va gagner. C'est-à-dire qu'on s'en fout. Même si tu es un fan de Nadal, fan de Djoko, t'es là, tu es en train de prendre un kiff tellement monumental. C'est pas le cas pour Wimbledon 2008 par exemple. Wimbledon 2008, il faut vraiment que Rafa l'emporte pour que ça soit la magie. Si c'est Federer, ça sera moins magique. Là, on s'en fout. Ils ont fait quelque chose d'extraterrestre, extra-humain, c'est extraordinaire. Et là, en fait, les deux sont tellement au-dessus de tout ce qu'il y a, y compris Djokovic actuellement, mais vraiment, ils sont à des années-lumière quand on les voyait jouer. On se dit, mais déjà, quel plaisir et quel kiff. Et je sais pas si vous avez fait gaffe, mais Sinner n'est pas particulièrement acclamé au départ. Il n'est pas hué, mais il n'est pas acclamé. Alcaraz est très acclamé, très poussé. Et puis en plus, le scénario est favorable. C'est-à-dire que Sinner, il est vraiment en démonstration, il prend les 2 premiers sets, bon. Donc, le public va prendre le parti d'Alcaraz, c'est normal, parce qu'ils veulent que le match dure un peu plus longtemps. Donc, Alcaraz a le soutien. Finalement, ça va jusqu'au 5e, et au 5e, donc Alcaraz break, et si vous regardez, et je vous encourage à aller voir ce dernier set, vous allez voir que le public, il n'y est plus là. Il est plus avec Alcaraz. Il est avec Sinner, avec Alcaraz, avec Sinner, avec Alcaraz. Il est juste en train de kiffer un moment de sport monumental. Et ça, c'est beau quand le sport arrive à procurer ça, quoi. Et parce que là, on était même arrivé,
J'ai vu sur la chaîne L'équipe, là, ils ont fait un débat et il y avait Fred Verdier qui était commentateur, qui est commentateur pour la chaîne Amazon, et ou Bein, je sais plus, peu importe, et qui était là et qui disait, oui, je crois que c'est Amazon, oui, j'ai vu quelque chose qui était sidérant, il était juste après la finale, et il était encore un peu, tu vois, pas submergé par les émotions, mais il était encore galvanisé alors qu'il s'était passé un petit peu de temps après la finale. Et on voit que ça a grisé tout le monde, et en fait, on était là, bon après ils ont fait des débats, etc., mais peu importe. Mais en tout cas, la question qui était pour moi centrale, c'est de se dire, on a vécu, on le sait, un grand moment. J'ai vu sur C'est à vous, il y avait le commentateur de France Télévisions qui était là, qui était invité, et lui aussi, il a dit, vous savez que ça a duré je sais pas combien de temps, personne n'est allé aux toilettes, personne. Parce qu'on était, mais focus, on était même plus là, quoi, on était plongé, et comme je vous dis, peu importe, on s'en fout de qui va gagner, c'est vraiment, on a envie de kiffer, quoi. Et donc ce match est exceptionnel, c'est un grand match, c'est un très très grand match. C'est un match qu'il faut montrer à plein de gens. Alors il faut avoir le temps de le regarder. Moi je l'ai rematé pour l'occasion, et parce que je voulais qu'il soit frais dans ma tête. Et quel match! Franchement, les points qui ont été faits, que ça soit dans le jeu décisif, que ça soit dans les tie-breaks, que ça soit en fin de set, voir Carlos Alcaraz, voir Yannick Sinner, c'est absolument exceptionnel. On sait qu'Yannick Sinner est meilleur sur dur. On sait que Carlos Alcaraz est meilleur sur terre battue et sur gazon. Donc, on peut imaginer un avenir dans lequel il va y avoir de la sacrée adversité avec des gens qui sont un peu plus spécialistes de certaines choses et d'autres un peu moins. Et ça va être vraiment très intéressant, même si les surfaces ont une tendance à s'uniformiser ces dernières années. Mais vraiment, j'ai vraiment hâte, quoi. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je pense qu'on est tous impatients. Et ça n'enlèvera rien à ce qui a été fait par le Big Free avant, évidemment. Mais là, avoir un mano à mano l'un contre l'autre, quand on voit que Carlos Alcaraz, il a déjà 5 grands chelems, on se dit, il peut en gagner encore beaucoup. Si son hygiène de vie suit, s'il n'est pas rattrapé par les blessures, etc., parce que ça, on n'a pas encore la prise dessus. Mais là, si tous les deux se tirent la bourre, parce que je pense que le pire qui peut arriver pour un joueur dans cette période-là, c'est je suis tout seul et je peux tout gagner. C'est ce qui est arrivé à Djokovic. Djokovic, à un moment, il est pas loin de faire le grand chelem calendaire. Il n'y a plus Rafa, il n'y a plus personne, et il est là, il met des torgnades à tout le monde. Et je peux comprendre que ça l'ait tué d'une certaine manière. Là, par exemple, il a donné toute sa vie pour les Jeux Olympiques, parce que c'était un peu son dernier objectif, où là, vraiment, il y avait un truc qui l'habitait. Mais il a tout gagné, etc., donc c'est dur. Alors que là, si tu as ton adversaire, ton rival qui est là, qui va te pousser à aller toujours plus loin, on va kiffer, on va profiter, et on va vraiment manger absolument exceptionnellement pendant les années qui viennent. Ils sont tous les deux très jeunes, ça va être un régal. Moi, je me dis, c'est pas Djokovic qui doit être inquiet, parce que Djokovic, il a fait sa carrière, il a fait sa légende, c'est bon, stop, il s'en fout. Par contre, les Tsitsipas, les Daniil Medvedev, les Alexander Zverev, quand ils ont vu ça, ils ont dû se dire, je vais en gagner un grand chelem dans les années qui viennent. Oh, parce que bon, il y a d'autres joueurs évidemment qui vont arriver en plus, qu'on connaît pas ou qu'on connaît peu encore et qui sont peut-être pas encore prêts. Quand tu les voyais tous les deux, tu te disais, il y a des classes d'écart entre eux et le reste. Et donc ça, c'est peut-être, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être un tournoi marquant, mais on ne le sait pas encore. On ne sait pas à quel point ce tournoi, ce match, a marqué un tournant exceptionnel. Ensuite, petite précision pour les fans, donc une Française est allée très loin, etc. J'ai pas assez suivi. Donc j'ai pas l'intention de m'exprimer sur des choses sur lesquelles j'ai pas assez suivi, comme je vous l'ai dit. J'avais encore cours malheureusement, je pouvais pas tout suivre, etc. Donc voilà, j'ai suivi ce que je pouvais suivre et je m'en excuse, donc je ne sais pas m'exprimer. Je voulais juste te dire que vu que les hommes n'ont pas forcément pu peut-être nous offrir un parcours exceptionnel, bah, c'est plutôt bien pour les Français qu'on ait pu avoir un parcours féminin très cool, etc. Et j'espère que cette joueuse boisson va pouvoir revenir et peut-être confirmer dans les années qui viennent. Ce ne sera pas juste un one shot, mais ça, c'est trop tôt pour le dire évidemment, et on va pas lui mettre la pression outre mesure. Il faudra juger évidemment beaucoup plus tard. Elle a gagné énormément d'argent sur ce tournoi et félicitations à elle. Coco Gauff qui l'emporte, ça j'étais très content pour elle parce que c'est une joueuse que j'aime énormément et qui a un potentiel de star, n'en déplaise à Mouratoglou. Bref, mais qui, je sais pas si vous avez vu cette vidéo dans laquelle il est dans la cabine de Canal+, et où il a fait les pronostics des deux vainqueurs, et il a fait Alcaraz et Coco Gauff. Plus handicap. Donc bon, malgré tout, il s'y connaît quand même. Bref, enfin on n'en doutait pas, hein, mais en tout cas voilà, il dit pas non plus que des conneries. Bref, en tout cas, il y a un truc qui est super important avec ce tournoi, c'est que Carlos Alcaraz et Yannick Sinner, Carlos Alcaraz l'était peut-être déjà, mais Yannick Sinner, il l'était pas encore, sont en train de devenir des stars, sont vraiment en train de devenir des stars. Et ça peut être très très fort pour eux parce que ça va vraiment les galvaniser, ça va les pousser. Il va y avoir de la pression, c'est certain, mais
Si Carlos Alcaraz ne nous crampe pas comme il nous avait fait évidemment contre Djokovic, où il aurait déjà dû le pousser vers la sortie, comme je vous expliquais. Mais ça n'a pas suffi, parce que Carlos Alcaraz crampe, il se fait marcher dessus, ensuite, et donc Djokovic s'impose dans son Roland Garros. C'est-à-dire que si Alcaraz n'est pas capable de l'arrêter, c'est Djokovic qui s'impose. Donc ça, j'ai vraiment hâte de voir ce Wimbledon, parce que si ce Wimbledon, Djokovic l'emporte par exemple, ce qui est tout à fait possible, dans ce cas-là, c'est pas encore la fin, il va encore durer, etc. Mais s'il prend une torgnole à un autre endroit, ou s'il prend vraiment, pas un 5-7 de folie, mais plutôt si je prends un 3-7 sec de Carlos Alcaraz, ça peut faire mal par exemple, ça peut faire mal. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est en tout cas une saison qui peut marquer peut-être voilà, le changement d'air qu'on attendait peut-être pour certains d'entre nous, et de passer à une ère avec des nouveaux joueurs qui vont nous donner envie de nous extasier et surtout voilà, de construire des nouveaux records, de nouvelles légendes, de nouveaux trucs. Et je trouve que c'est très bien, c'est très sain pour le tennis comme je vous l'ai dit. On ne peut pas vivre juste éternellement sur nos souvenirs et sur notre mémoire des légendes qu'il y avait. Il faut construire des nouvelles légendes, des nouveaux grands joueurs. Et je suis très content que ça soit pour Alcaraz et Sinner. Bon, moi j'ai choisi mon camp, j'adore Alcaraz, mais évidemment Yannick Sinner, on ne fait pas un match comme ça si on ne joue pas contre Yannick Sinner. Il est exceptionnel, il a fait un super match, j'ai adoré son match, et franchement en plus c'est un joueur qui est gentil, sympathique, etc. Quand on les a vus tous les deux, quand ils ont reçu leur prix et leur trophée, c'était vraiment très beau, on sent que c'est une belle rivalité qui nous attend, et ça c'est très cool. Bref, j'ai adoré ce Roland Garros dans sa conclusion. Il est un peu moins intéressant peut-être sur des matchs précédents, parce que comme je vous l'ai expliqué, il y a beaucoup de joueurs sur lesquels on aurait pu espérer mieux et qui au final n'ont pas deliver ce qu'ils devaient deliver. Après voilà, il y a eu des joueurs qui ont plutôt été intéressants, les Bublik et autres, donc évidemment on a hâte de voir encore ce qu'ils vont nous produire dans les années qui viennent, mais c'est un tournoi, je l'espère, qui marquera véritablement son époque comme étant un tournant dans son époque. En tout cas, je l'espère et je le souhaite. Si la vidéo vous a plu, évidemment, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous voulez la partager sur les réseaux sociaux. Je vous attends évidemment dans les commentaires pour commenter cette vidéo et me dire ce que vous en pensez. Quels ont été vos matchs frissons, qu'avez-vous pensé de cette finale? Est-ce que vous avez été vous aussi transporté? Est-ce que vous pensez qu'Alcaraz et Sinner auraient battu Rafa en prime sur terre battue? Vous êtes fous. Si c'est le cas, écrivez dans les commentaires. Et puis voilà, et puis de toute façon, on se retrouvera très vite. Je suis très content de parler de tennis de temps en temps sur la chaîne. J'aime ça, voilà, je suis vraiment un sport qui me passionne. Et vous le savez, sur cette chaîne, on est là pour parler de mes passions. Et on n'est pas là pour parler avec les vues, etc. On est là pour parler de mes passions. Et j'avais envie de vous en parler. Il y en a peut-être d'autres qui auront envie d'en parler dans les commentaires. Donc comme ça sera l'occasion de se retrouver autour de cette passion commune. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Ciao!